This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water. Well, we got a minute. I'm gonna buy that truck I've been wanting. Wait, don't you need like weeks to shop for a car? I don't. Carvana makes it super convenient to find exactly what I want. Hold up. You're buying a car on your phone? Isn't that more of a laptop thing? You can shop wherever you want. I like to do my research, read reviews, compare models. Plus, Carvana has thousands of options. How'd you decide on that truck? Because I like it. Oh, that is a great reason. Go to Carvana.com to sell your car the convenient way. Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Pour ce nouvel épisode de Poussière d'étoiles, aujourd'hui, nous célébrons le commencement d'une nouvelle année. Un symbole puissant de renouveau et de cycle, de perpétuel recommencement. L'arrivée du nouvel an est une invitation à réfléchir sur le temps. Cette dimension mystérieuse qui guide nos vies et qui façonne en quelque sorte notre univers. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept qui est donc à la fois familier et mystérieux. Bien que le temps soit une constante inévitable de notre existence quotidienne, il devient étonnamment insaisissable lorsque nous tentons de l'analyser en profondeur. Dans cette nouvelle série d'épisodes, nous allons embarquer dans un voyage fascinant à travers les âges et les dimensions, et explorerons le temps sous toutes ses formes, le temps philosophique, le temps observé, le temps physique, en passant par le temps de la relativité, ainsi que jusqu'au mystérieux temps quantique s'il existe. Et pour cela, bien sûr, nous pourrons compter sur la verve de Willy Brahami, un ami physicien, ancien prof conférencier, bref, un touche-à-tout cosmique, et de ses années d'expérience de vulgarisateur pour nous emmener au-delà des possibles grâce à l'imaginaire. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Bonjour chers auditeurs, finalement apparemment il paraît que vous êtes beaucoup à nous écouter. Tout d'abord nous vous remercions bien sûr, c'est très chaleureux pour nous de voir que finalement apparemment ce qu'on fait même avec simplicité on le fait dans un sens de partage et puis finalement apparemment pas mal de monde l'écoute. Merci en tout cas. Maxence bonjour aussi. Voilà, aujourd'hui on va attaquer le numéro 32 si je me rappelle bien. En fait, l'histoire de l'univers, la poussière d'étoiles, enfin tout ça, pendant ces 32 épisodes, on a parlé de la conception de l'univers, de ce qu'il y avait dedans, quels étaient les acteurs de cette pièce de théâtre. On a parlé de planètes, on a parlé de matière, on a parlé d'étoiles, on a parlé de galaxies, d'amas de galaxies, on a parlé de la naissance de l'univers, on a parlé de l'espace, on a parlé de la matière. Et en fait, rappelez-vous, dès que dans l'Antiquité, les philosophes ont décidé d'utiliser leur raison et de laisser tomber un peu les mythes et les légendes. Ils ont considéré que le monde était fait de 4 éléments, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air, le feu, on en a déjà parlé. Mais en fait, au bout du compte, quand on a parlé de relativité, quand on a parlé d'Einstein et compagnie, on a beaucoup parlé de l'espace-temps. On n'en a pas beaucoup parlé du temps. Et en fait, aujourd'hui, voilà, on va commencer une petite série concernant le temps. Qu'est-ce que c'est le temps? Qu'est-ce que c'est que le temps? On est imbibé, on pense au temps toute la journée, tout le temps, à chaque instant. Le temps est là, c'est un espèce de tapis où tout se déroule. Le temps semble avancer dans un sens. Le temps, mais qu'est-ce que le temps? Posez-vous la question vous-même. Comment définiriez-vous le temps? Comment savez-vous que le temps existe? Oui, alors évidemment, vous allez parler de « oui, je sens que le temps existe parce que je vieillis, parce que j'ai l'impression que les choses évoluent, parce que je bouge, je vais d'un endroit à l'autre, mais c'est pas instantané. » Donc apparemment, il semblerait qu'il y a un truc qui découle dans un sens. D'abord, je sais très bien que quand je vais discuter avec des congénères, avec d'autres êtres humains, pour pouvoir se comprendre, j'ai inventé des mots, nous avons inventé des mots qui permettaient de comprendre et d'ordonner un petit peu tous ces événements. Alors donc, oui, on avait le maintenant, le avant, le après. Donc on pouvait un peu décrire le déroulement des événements.
On a même été jusqu'à inventer, pour se comprendre, ce qu'on a appelé dans la discussion les verbes, le temps des verbes. Alors, le présent, ça permettait de décrire un événement pendant un présent. Puis après, le futur, c'est-à-dire qu'est-ce qui allait arriver plus tard. Et puis le passé. Donc on pouvait essayer de décrire des événements du passé. Nous avons inventé des verbes au présent, au passé, au futur. Alors, vous avez même, pour définir encore plus finement, on a parlé aussi du conditionnel. Le conditionnel, c'était un temps qui permettait de décrire le futur à condition que. Ou alors, le passé, on appelait ça l'imparfait. Alors, imparfait, c'était comme curieux comme mot. Le plus que parfait. Le conditionnel, le subjonctif. Donc, on a inventé plein de trucs pour affiner, finalement, les descriptions des événements qui avaient l'air de se succéder, disons, dans une certaine direction. Effectivement, Willy, la question du temps a été un sujet de prédilection pour les philosophes. En effet, la philosophie se distingue par sa quête incessante de comprendre l'essence même des choses. Et le temps, ne fait pas exception à la règle. Mais, contrairement à d'autres sujets d'étude, le temps présente un défi unique. Il n'est pas seulement le contenu de notre enquête, mais aussi le cadre dans lequel toutes les enquêtes se déroulent. C'est ça le problème. C'est cette dualité qui rend difficile l'isolation du temps comme une variable indépendante à examiner. Pour vous donner un exemple, c'est comme si vous deviez essayer d'étudier le concept de distance tout en étant cantonné à devoir vous déplacer le long d'une ligne. Vous devez sans doute vous souvenir de vos cours de physique où tous les graphiques, que ce soit une réaction chimique, une vitesse, une énergie, sont tous en fonction du temps, sur l'axe des abscisses. Si le temps est donc le moyen par lequel nous percevons et nous mesurons le changement, comment pouvons-nous sortir de ce cadre pour examiner le temps lui-même objectivement? Alors, mais on a quand même aussi un fait qui est assez subjectif, cette notion de temps qu'on connaît tous. Il nous semble que ça passe pas de la même manière tout le temps, si je peux me permettre cette expression. Quand j'étais à l'école, quand j'étais avec ma prof de musique, quand il se passait 1 heure de cours, j'avais l'impression qu'il se passait 3 heures. Et maintenant, quand j'étais en cours de philo avec ma prof de philo, j'avais l'impression qu'1 heure de cours ne durait qu'1 minute. C'était ce qu'on appelait un temps subjectif. Alors, éventuellement, c'est difficile de définir une notion de temps à partir de cette subjectivité. C'est personnel, c'est suivant nos émotions, suivant notre cerveau, suivant notre perception des choses. Notre perception, comme l'a dit Willy, du temps est fortement influencée par nos sens et nos expériences personnelles. En fonction de l'intérêt, effectivement, comme l'a dit Willy, 1 minute peut sembler 1 heure lorsqu'on est submergé par de multitudes sensations. C'est pourquoi d'ailleurs le temps semble s'étirer dans nos rêves, créant des illusions sur sa durée réelle. Et cette subjectivité du temps soulève une question encore plus troublante. Si notre perception du temps est si facilement manipulable, comment pouvons-nous faire confiance à nos propres observations? Comment pouvons-nous être sûrs que notre compréhension du temps reflète sa véritable nature et non illusions de notre cerveau? Une expérience intéressante, peut-être que ce phénomène vous est déjà arrivé, est lorsque vous regardez une montre et pendant quelques instants, vous avez l'impression qu'elle est cassée. Vous avez l'impression que la petite aiguille met plus de temps que d'habitude avant de bouger. Eh bien ça, c'est un phénomène connu qui s'appelle l'effet de saccade. C'est tout simplement un phénomène de protection de notre cerveau, car lorsque nous faisons des mouvements d'yeux assez rapides, il y a ce qu'on appelle un phénomène de saccade qui vous ferait vous sentir complètement nauséeux si le cerveau ne tentait pas de l'effacer. Pour ce faire, le cerveau va donc remplacer le petit moment où vos yeux se déplacent et refont la mise au point, entre guillemets, sur le nouvel objet ou sur là où vous regardez, par le moment qui va suivre, autrement dit, le moment où vous regardez votre montre. Pendant quelques millisecondes supplémentaires, vous voyez une image reconstituée par votre cerveau de votre montre. Et c'est pourquoi cette durée vous paraît anormale et vous avez l'impression que votre montre est cassée. Ça montre bien donc toute la subjectivité du temps où même notre cerveau peut nous jouer des tours sur son interprétation. Le philosophe romain Lucrèce avait lui-même déjà soulevé le problème au 1er siècle avant notre ère. Pour lui, le temps n'existe pas par lui-même. C'est la durée des choses qui nous donne le sentiment du temps qui passe, de ce qui s'est fait, de ce qui est fait et de ce qui se fera ensuite. En d'autres termes,
notre perception du temps est intrinsèquement liée à notre expérience des événements et des phénomènes qui se passent autour de nous. Ça signifie donc que pour vraiment comprendre le temps, nous devons aller au-delà de notre perception subjective et développer des nouveaux cadres philosophiques et scientifiques. Voilà, Maxence va nous raconter maintenant un petit peu quelles étaient les idées de philosophes classiques, antiques, même actuels, comment ils décrivaient le temps théorique, sans que finalement personne ne sait exactement ce que c'est. Effectivement, nous allons revenir dans le passé et commencer avec les prémices des théories sur la nature du temps, en tout cas en Occident, avec des théories qui ont été classées, on peut dire, en 3 grandes écoles de pensée. On a d'abord l'idéalisme, le réalisme et le relationnisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les idéalistes considèrent que le temps est une construction subjective, qu'il n'a pas de réalité, qu'il est une construction issue de notre raisonnement. En revanche, les réalistes, eux, considèrent que le temps est bien une entité réelle, qui est comme une sorte de matrice, un environnement dans lequel nous serions baignés, un peu comme l'air qui nous entoure. Et puis les relationnistes, eux, se situent à mi-chemin, proposant que le temps soit un moyen de relier les événements entre eux, sans que le temps soit obligatoirement une propriété existante. L'un des premiers penseurs à aborder le concept du temps était Héraclite. Il voyait le temps comme un flux perpétuel où le passé est parti, le futur n'est pas encore là et le présent est toujours en perpétuel changement. Et il a proposé que tout l'univers était constamment en train de changer. Métaphore intéressante, ce serait que le temps est un peu comme le lit d'une rivière. On a beau se baigner au même endroit, on ne rentrera jamais 2 fois dans la même eau, dans la même rivière en quelque sorte, parce que de la nouvelle eau s'écoule toujours. C'est la vision du temps donc comme une série de moments uniques et non répétables. Pendant longtemps, on a utilisé le temps comme étant un concept qui permettait de définir une série d'événements, où il nous semblait que 2 événements quelconques pouvaient être soit simultanés, ou alors l'un derrière l'autre, c'est-à-dire un événement pouvait être le suivant d'un autre événement antérieur. Donc apparemment, il semblait que les événements, c'était une succession d'événements qui semblaient se décliner sur une espèce de tapis, de ruban, qui se déroulait tranquillement dans une direction qui était le futur. Voilà. 2 autres philosophes très importants ont été Zénon d'Élée et Parménide, 2 philosophes présocratiques et importants car ils ont été les premiers à formuler une hypothèse complètement non intuitive, le temps n'existe pas. Alors Zénon est surtout connu pour ses paradoxes qui défient notre compréhension du temps, et son paradoxe le plus célèbre, vous l'avez peut-être déjà entendu, est celui de la dichotomie, qui illustre parfaitement cette idée. Un marathonien doit parcourir une certaine distance. Et Zénon dit que, avant d'atteindre sa destination, il doit d'abord parcourir la moitié de sa distance. Puis, une fois qu'il aura parcouru la moitié de cette distance, il devra parcourir l'autre moitié. Mais en parcourant l'autre moitié, il devra avant parcourir la moitié de cette moitié. Et une fois qu'il aura fini, il aura encore la moitié de la moitié à faire. Mais pour parcourir cette durée restante, il devra aussi parcourir la moitié de cette distance, etc., etc., et ce finalement jusqu'à l'infini. De fait que, il semble qu'il y ait un nombre infini de distances à parcourir en un temps fini. Ce qui implique que le mouvement vers la destination ne peut jamais être accompli et que le marathonien n'arrivera jamais à sa destination. Je vous laisse un petit peu réfléchir sur le pourquoi du comment de ce paradoxe, et en attendant, parlons de Parménide, qui quant à lui soutenait que le changement et le temps sont des illusions également. Il affirmait que, lorsque nous pensons au changement, nous considérons que quelque chose passe du futur au présent, puis du présent au passé. Mais ce qui implique de penser à ce qui n'existe pas. Parler de changement reviendrait donc à parler du passé ou du futur comme étant à la fois réel et irréel. Pour Parménide, le temps n'est donc qu'une projection de notre cerveau limité qui serait un artifice pour essayer de faire sens. Et puis, vous le connaissez sans doute au siècle suivant, c'est Aristote. Aristote qui réfuta justement les idées de Zénon de Parménide, tellement elles étaient extrêmes. Les désaccords d'Aristote avec le paradoxe de Zénon découlent de sa conviction que Zénon confond le concept de temps avec la mesure du temps.
selon Aristote, le temps est une unité de mesure utilisée pour décrire les changements, ce qui en fait davantage une entité mathématique qu'un phénomène physique. Et effectivement, l'infini, on en a déjà parlé dans le domaine physique, ne veut rien dire. Mathématiquement, oui, il est possible de diviser des nombres jusqu'à l'infini. En physique, dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, il rejette l'idée que le temps puisse exister sans changement ni mouvement. Pour lui, le temps n'existe pas en soi, mais est plutôt une façon de mesurer et d'ordonner les changements dans le monde. S'il n'y avait aucun changement, il n'y aurait pas de temps. Et il est aussi un des premiers à se poser la question de notre rôle dans sa représentation. À savoir, est-ce que le temps existe parce que nous sommes dotés d'une conscience et d'un intellect pour représenter ce passage du temps? Autrement dit, le temps existe-t-il sans âme? Et puis c'est un peu tout jusqu'à, il faudra attendre plus de 1000 ans, 1500 ans, pour que un autre philosophe, Saint Augustin, vienne nous apporter d'autres concepts sur le temps. Alors Saint Augustin était donc fortement influencé par ses croyances chrétiennes, et il a longtemps et de manière très fine réfléchi sur la question du temps et de Dieu, et de la question si oui ou non Dieu était soumis au temps. Et Augustin, dans son livre Confessions, a réfléchi à la nature du temps et conclut que le temps n'existe que dans le présent. Le passé existe sous une forme de mémoire et le futur sous une forme d'anticipation. Mais finalement, seul le moment présent existe. Donc le présent n'est qu'une frontière, une fine paroi qui sépare le passé du futur. Mais le problème avec ce point de vue, c'est que ça peut conduire à une compréhension très complexe de l'existence. Puisque si de notre point de vue temporel, les choses entrent puis sortent de l'existence, c'est-à-dire qu'ils existent puis n'existent plus, on en arrive au concept de création ex nihilo. Dans cette optique, à chaque instant, tout est recréé à partir de rien. Chaque instant est autonome et donc unique, puisque le futur et le passé n'existent pas, et donc que l'univers entier renaît à chaque instant. Alors il existe des théories, même des religions, qui ont ce principe, mais saint Augustin, lui, n'aimait pas trop cette conclusion, et donc il s'en référait donc à l'argument divin, en expliquant que c'est vrai, seul le présent existait, mais de notre conception limitée en tant qu'humain. Mais que Dieu, lui qui était en dehors du temps, avait créé un univers parfait, et que lui était en mesure de percevoir le passé, le présent et le futur comme une seule entité. Et puis enfin, si on doit en citer deux derniers, on pourrait citer John Locke, qui pourrait se classer dans la catégorie des empiristes, et qui croyait que notre compréhension du temps venait tout simplement de nos expériences du vécu. Notre perception du temps naissait avec la succession de nos pensées, de nos idées et d'événements répétitifs réguliers qui se passent autour de nous, comme justement le lever, le coucher du soleil, etc. Et puis un autre philosophe, Kant, dont le nom ne vous est sans doute pas inconnu, lui n'est pas du tout d'accord. Il prétend que s'il est vrai que nous concevons le temps qui passe grâce à nos successions de pensées ou des successions d'événements, pour lui, il a bien fallu à un moment qu'on comprenne à la base que deux événements successifs étaient liés. Autrement dit, c'est un peu le problème de l'œuf ou la poule. Est-ce que ce sont la succession d'événements qui nous donne cette intuition que le temps passe ? Ou est-ce que c'est parce que nous avons justement de manière innée une conception de ce qu'est le temps que nous comprenons que deux événements qui se succèdent sont liés dans le temps? Et Kant, lui, après des réflexions, opte pour cette dernière option. Pour Kant, le temps donc est juste une intuition innée qui structure toute notre expérience humaine. Voilà donc pour ce tour d'horizon philosophique avec, pour résumer, deux grandes idées. Est-ce que le temps est une entité qui existe ou n'est qu'une interprétation humaine? Et puis, est-ce que le changement et le temps sont la même chose? Et si, est-ce que le changement s'arrête, le temps s'arrête? Voilà donc les deux grandes questions, on peut dire, ont structuré la pensée des philosophes. Alors il y a d'autres philosophes qui continueront d'étudier et de revisiter ces thèmes par la suite avec des visions modernes et donc contingentes avec les découvertes en physique du XXe siècle sur l'espace-temps et la relativité. Mais ça, c'est pour un prochain épisode.
Merci Maxence, voilà, ça nous éclaire un peu, mais bon, ce sont des jolies phrases, ce sont des jolis concepts vus par des penseurs de renommée, mais ça nous avance pas vraiment. Qu'est-ce que le temps? Alors, le temps déjà, on a réussi quand même à réfléchir sur quelques points. La première chose, c'est, vous le connaissez tous, un principe qui s'appelle le principe de cause à effet. Une cause peut entraîner un effet, c'est-à-dire une cause peut être responsable d'un événement suivant. Si par exemple je pousse un verre au bord d'une table, voilà, c'est la cause, et puis il va tomber et se briser, voici c'est l'effet. Donc je peux définir à partir d'un moment présent un acte pour finalement arriver à un effet. Alors à la limite, je peux me poser la question, est-ce que si la même cause produira le même effet? Dans cet exemple, oui. Est-ce que si un tout petit changement de la cause produira un tout petit changement de l'effet? Dans ce cas-là, peut-être. Est-ce que pour la même cause, on aura toujours le même effet? Peut-être. C'est possible dans certains cas, dans d'autres cas non. Bon, en fait, c'est ce qu'on a appelé le déterminisme. Un philosophe physicien de renommée, un mathématicien aussi, bref, un géant du passé, Simon de Laplace disait que si vous me donnez toutes les conditions initiales, je pourrais décrire le futur de l'univers. On s'aperçoit que finalement, non. On en a déjà un petit peu parlé quand on a parlé de physique quantique, que finalement le déterminisme était un petit peu mis à l'écart, même si dans certains cas, on pouvait déterminer avec précision que certains événements du futur, dans la majorité des cas, c'était extrêmement délicat. Donc ce principe de cause à effet commençait déjà à nous donner une idée de ce ruban qu'on pourrait appeler éventuellement le temps qui se déroule. Là, on va essayer de parler maintenant d'une façon un peu plus de raison pure, disons de science, c'est-à-dire de l'observation et de la déduction. Alors, qu'est-ce qu'on sait du temps? Rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est que entre deux événements, il s'est passé un intervalle de temps, une durée. Alors, cette durée peut nous sembler rapide ou lente. C'est une sensation, c'est une impression. Cette impression, on va essayer de l'analyser physiquement, c'est-à-dire avec de l'instrumentation. Alors, on a inventé toutes sortes d'instruments qui me permettaient de définir une durée, un intervalle de temps. Au tout début, qu'est-ce qui nous permettait de définir un intervalle de temps? Alors, quand l'Homo sapiens était sur Terre et commençait à observer son univers qui l'entourait, il voyait quelque chose de régulier, c'est-à-dire le lever du soleil, le coucher du soleil, le lever du soleil, le coucher du soleil. Bref, c'était un mouvement, un phénomène périodique et qui a permis de définir une première notion de durée que l'on a appelée le jour. Après, on s'est aperçu que le soleil était bas à partir d'une certaine date et qui montait pour rebaisser. On s'est aperçu que dans le ciel, la lune revenait régulièrement, disons tous les 29 fois où le soleil s'était levé et couché. Donc en fait, on a appelé ça le mois. Mais finalement, tout ça, c'était difficile de mesurer. Donc on a essayé d'améliorer. On a inventé le pendule. Le pendule, c'était cette petite ficelle avec une petite masse au bout qui semblait régulière et qui permettait de définir la seconde. Et puis après, on a défini des tas d'autres unités qui déterminaient la notion de temps. Alors, la seconde, l'heure, le jour, le mois, l'année, la décennie, le siècle, le millénaire, etc., etc. Effectivement, depuis les premiers jours de l'humanité, le temps a été intimement lié au mouvement céleste. La voûte céleste et ses constellations sont immuables et incarnent donc une certaine éternité. Tandis que le Soleil, la Lune et puis les planètes visibles à l'œil nu définissent des rythmes réguliers, comme l'a dit Willy. Le Soleil, une journée, la Lune, un mois, etc. Ces cycles célestes sont comme des battements d'un cœur cosmique qui rythment les saisons et guident la croissance des plantes et influencent même nos humeurs. Et les religions du monde entier ont elles aussi reconnu cette puissance du temps cyclique, calquant d'ailleurs leurs dates sacrées sur des événements célestes importants. Pensez à l'équinoxe de printemps par exemple, ce moment d'équilibre parfait où le jour et la nuit sont à égalité, qui annonce également à peu près à la même date la Pessa, ou celui de l'Annonciation pour le christianisme. Et puis, le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année, c'est-à-dire celui à partir duquel les jours vont recommencer à nouveau à s'allonger, et qui coïncide merveilleusement bien avec la naissance du Christ, censé justement apporter la lumière divine. Ou bien encore Hanouka dans le judaïsme, qui s'appelle aussi la fête des lumières littéralement. Cette légende
qui veut qu'une bougie continue à brûler pendant 7 jours alors qu'il n'y avait pas assez d'huile. Quelle meilleure date pour ces événements donc que cette période marquant l'allongement des jours et le retour de la lumière. Une métaphore puissante du retour de l'espoir et du renouveau. Les philosophes antiques comme Platon ont même suggéré que le temps et les mouvements célestes étaient inextricablement liés. Selon lui, si les objets massifs comme le soleil ou la lune cessaient de bouger, le temps s'arrêterait avec eux. Mais bon, tous ces phénomènes périodiques que je viens de vous décrire ne sont pas si réguliers que ça. Pendant longtemps, on a essayé de trouver des façons mécaniques d'être le plus précis possible, mais on avait toujours un petit peu de retard à chaque fois. Bon, c'était pas extrêmement gênant par rapport à la vie que l'on mène, par rapport à notre quotidien actuel, nos montres actuelles, c'était insignifiant sur une année, quoi. On a inventé des systèmes de plus en plus précis qui permettent de définir le 10e de la seconde, puis le 100e de la seconde, puis le 1000e de la seconde. On arrive maintenant avec des horloges atomiques d'avoir une précision extrêmement forte. On pourrait même éventuellement dire qu'une horloge atomique peut éventuellement avoir un retard d'1 seconde par million d'années, par exemple. C'est pour vous donner une idée de la précision de cette mesure. On ne peut rien dire d'autre sur le temps, on ne sait que mesurer un intervalle entre deux événements. Donc on essaie de le faire le plus précisément possible. Voilà, donc on va aborder ce sujet la prochaine fois. On verra dans la suite de cet épisode que le temps ne semble pas ce qu'il paraît être. On se posera une question fondamentale. Est-ce que le temps n'est pas une illusion ? Avant de terminer cette émission, nous allons lire un commentaire qui nous vient de Spotify, de Schlotte, qui nous dit « C'est vraiment un plaisir de vous écouter. Plus qu'un podcast sur l'univers, c'est une poésie, une chanson pour les neurones, du calme dans la tempête du monde qui gronde au dehors. » Merci beaucoup, merci de la part de moi et de Willy, ça nous fait très très plaisir, vous l'avez peut-être vu sur nos stories. Vous avez été 4 fois plus nombreux cette année à nous écouter et nous espérons être à la hauteur cette année encore de vos attentes. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une surprise qui arrivera au mois de janvier et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Poussière d'étoiles. This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water.